Bonjour, merci de vous joindre à nous pour ces nouveaux numéros de votre émission sur La Chaise. La circulation de biens et de marchandises est désormais autorisée sur les axes routiers, une grande partie contrôlée par la rébellion du M23. Cette décision a été prise par le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Josué Alaï, qui est activiste de mouvement citoyen ici en province du Nord Kivu. Nous disons bonjour et bienvenue sur La Chaise. Bonjour très chers journalistes, bonjour également à ceux qui sont en train de nous suivre. Et merci sur La Chaise, merci à Le Volcan News pour l'invitation. Une lettre du gouverneur de Provence qui a suscité des réactions de bonnes comme de mauvaises et des questionnements sur la motivation du gouverneur aujourd'hui d'ouvrir certains axes qu'on connaît aujourd'hui qui restent sous l'occupation de la rébellion du M23. Vous personnellement, comment avez-vous accueilli cette nouvelle d'ouverture des axes routiers contrôlés par les terroristes du M23? En fait, pour nous, nous avons accueilli cette nouvelle par des questionnements. Et ces questionnements règnent, ne cessent vraiment de nous amener à des conclusions qui ne sont pas bonnes, parce qu'on est en train de se demander pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on essaie un peu d'interroger le temps, quelle a été la motivation, le temps. Pourquoi seulement 48 heures après les communiqués du M23, notre gouvernement doit obtempérer à un communiqué du M23, soit répondre favorablement à un communiqué du M23. Et pourquoi seulement aujourd'hui? Est-ce que c'est aujourd'hui seulement qu'on a eu besoin de manger depuis que cette guerre, depuis que M23 est en train de chercher à asphyxier la ville de Goma? Est-ce que c'est maintenant qu'on a seulement besoin de la nourriture? Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas prendre cette décision avant? La question qu'on ne cesse de se poser, quelles sont les garanties que notre gouvernement donne à nos paisibles camionneurs ou soit nos paisibles commerçants qui nous amènent la marchandise de Kanyabayonga, de Kichanga jusqu'ici et des territoires qui nous entourent? Quelles sont les garanties? Est-ce que c'est seulement les gouvernements qui devraient nous garantir la sécurité? Ou soit le M23 aussi doit nous garantir la sécurité? Et maintenant, comme le M23 et le gouvernement décident de nous donner une conclusion qui nous pousse à croire qu'ils collaborent, ça nous amène à d'autres questionnements. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de se foutre de nous avec tout ce qui se passe actuellement à l'est de la RDC? Donc, si le gouvernement peut prendre une décision juste après un communiqué du M23, si le gouvernement peut s'inscrire vraiment dans l'esprit du communiqué du M23, ça nous pousse à prendre d'autres conclusions et soupçonner que ceux-là qui nous attaquent seraient dans nos chefs ou soit seraient au sein des troupes de nos dirigeants. Mais il y a quand même les commerçants qui demandaient au gouverneur militaire de voir comment ouvrir cette route. N'est-ce pas, le gouverneur a obtempéré, peut-être a répondu favorablement à cette demande de la Fédération des entreprises du Congo, la FEC, qui regorge de commerçants à son sein. Comment pensez-vous que le gouvernement puisse collaborer avec le M23 pour ouvrir, n'est-ce pas, ces axes routiers? En fait, pour nous, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise décision. Parce que les plus grands besoins que nous avons, c'est manger. Donc, lorsque la population a de quoi mettre sous la dent, c'est déjà une garantie, c'est déjà... La sécurité alimentaire, c'est la plus grande des choses que le gouvernement doit vraiment s'inscrire dans cette dynamique-là et comprendre que nous avons besoin de manger. Mais comment et qui doit nous donner la nourriture? Si nos commerçants ont écrit des lettres et ils ont besoin de recommencer le trafic entre Goma, peut-être Butembo, et passer dans les zones qui sont occupées par le M23. Et si nos commerçants ont écrit à nos gouvernants, est-ce qu'on ne peut pas se poser des questions qu'ils ont écrites aussi aux M23? Ou soit, est-ce que ce n'est pas... Donc, il y a plusieurs questionnements derrière cette action. Et à un niveau, il est important que notre gouvernement puisse collaborer avec cette population et nous dire réellement ce qui se passe autour de cette guerre.
nous donner les vraies motivations des M23, nous dire qu'est-ce que les M23 sont en train de réclamer et comment est-ce que nous devons nous comporter face à l'ennemi. Mais s'ils nous amènent à reprendre le trafic entre les zones occupées par le M23 et les zones occupées par le gouvernement, et ce n'est pas une complicité, et si le M23 commence à nous faire payer les taxes, est-ce que ce n'est pas aussi financer cette guerre d'une manière ou d'une autre? Quelles sont les garanties? Qu'est-ce qui se passe derrière les rideaux entre le gouvernement et les rebelles du M23? Oui, il y a des questionnements bien sûr. Il y a aussi ce que nous pouvons, vous l'avez évoqué au début de cette émission, cette garantie sécuritaire. Une zone occupée par la rébellion et une zone occupée par l'armée loyaliste. Ouais, c'est ce que je suis en train de dire. S'il y a une partie qui est occupée par le M23 et il y a aussi une partie bien sûr qui est occupée par notre armée, mais on dit à nos populations de circuler dans les zones occupées par le M23 et dans les zones occupées par les FARDC. Et ce n'est pas un message qu'on est en train de nous donner. Est-ce que ce n'est pas quelque chose comme on est en train de nous faire croire, soit de nous faire comprendre qu'on peut vivre avec les nouveaux occupants qui sont venus du Rwanda? Parce qu'à un niveau, cette guerre devrait être, on devrait cesser avec l'hypocrisie dans cette guerre, et la population, pour qu'elle puisse très bien collaborer avec nos services de renseignement, nos services de sécurité, ainsi que notre gouvernement devrait être sérieux avec cette population. Notre gouvernement devrait nous dire sur certaines choses qui se sont passées à Kinshasa, avant même qu'il y ait cette résurgence du M23, nous avons des informations qu'il y avait certains représentants du M23 à Kinshasa avant que le M23 ne puisse commencer la guerre. Et ils ont fait plus de 20 jours là-bas en train de parler, on ne sait pas de quoi, avec notre gouvernement ou soit avec le président actuel. Vous parlez de populations qui souffrent. Une question, le gouvernement aujourd'hui décide à ce que certains axes soient encore ouverts, n'est-ce pas, pour permettre à la population de circuler, pour permettre aux biens de marchandises de circuler, mais vous demandez l'éclaircissement quant à la prise de cette décision, n'est-ce pas? Bien sûr, nous avons besoin d'être éclairés utilement par rapport à ce qui se passe, parce qu'on se pose des questions. Si une fois notre gouvernement savait que les paisibles Congolais devraient circuler dans les zones occupées par les rebelles et être en sécurité, il ne devrait pas cautionner que nos populations puissent se déplacer fréquemment et venir mourir dans des camps de déplacés à Kanyaruchiya et à Boulengo. Parce que à un niveau, je suis en train de me demander si l'humanisme règne encore dans l'esprit de nos autorités. Ou soit ils s'en foutent de nous et qu'ils doivent prendre des décisions sans pour autant se poser des questions. C'est que nous, on va réfléchir. On n'est pas en train de diriger des chefs, on est en train de diriger des imams. Et il est important que le dirigeant puisse toujours très bien communiquer avant et après chaque événement. Motiver cette disposition, soit cette décision qu'ils ont prise. Parce que c'est alléger la souffrance de la population. Bien sûr, en fait, on n'en disconvient pas qu'ils peuvent avoir besoin d'alléger la souffrance de la population, mais le temps. Est-ce que cette population avait besoin de souffrir avant aujourd'hui? La réponse est non, on n'avait pas besoin de souffrir pour dire que maintenant nous voulons alléger votre souffrance. Comme si ils avaient planifié le temps qu'on devrait souffrir et le temps qu'on ne devrait pas souffrir. Donc, il est important que notre gouvernement puisse être clair avec cette population. Et puis, notre gouvernement doit éclairer utilement sur tout ce qui a été signé comme accord avec l'EAC ainsi qu'avec les M23, s'il y avait un accord peut-être avant la résurgence de cette rébellion. À défaut, on sera en train parfois de dire qu'on est en train d'accompagner notre gouvernement, peut-être dans une lutte que notre gouvernement ne mène pas. On a besoin que nous soyons éclairés, que certains citoyens soient éclairés et sur les mobiles des stratégies de guerre que notre gouvernement, ou soit que nous devons prendre nous comme population, parce que l'armée et les FARDC, ils ne gagneront jamais cette guerre aussi longtemps qu'ils n'auront pas l'accompagnement de la population. Aucune armée au monde n'a gagné la guerre sans l'accompagnement de sa population. José, comme on parle, vous attendez
cette négociation qui existe déjà entre le gouvernement mais qui n'est pas dévoilée. Nous avons vu certains députés provinciaux demander à ce que le président de la République puisse amorcer une issue qui est politique et diplomatique. Diplomatique, c'est déjà fait avec des échanges avec d'autres présidents de la région. Mais quand on parle d'une issue politique pour mettre fin à cette crise sécuritaire, vous personnellement, qu'est-ce que vous avez entendu dans cette issue politique? Personnellement, je pense que notre gouvernement est en train de tâtonner. On ne gère pas une nation dans des tâtonnements. On n'est pas ici en train de jouer à un jeu au loterie. Et on essaie avec ça, si ça va réussir, on essaie avec ça. Le combat que nous sommes en train de mener, c'est un combat de conviction. Notre gouvernement doit comprendre qu'il est temps d'avoir une conviction dans ce qu'ils sont en train de faire. On ne peut pas déclarer un mouvement terroriste, dire que c'est eux, et puis venir encore négocier avec les terroristes, venir encore nous donner de nouvelles phrases, de nouvelles expressions politiques. On est fatigué des Français. Nous avons besoin maintenant de dirigeants qui savent s'assumer. Et s'ils ne savent pas s'assumer, qu'ils démissionnent. Parce qu'on ne voulait pas aussi continuer avec des gens qui ne savent pas s'assumer. Notre gouvernement a dit qu'il ne peut pas collaborer avec le M23, il ne peut pas négocier avec le M23 depuis que le M23 était à Bunagana. Le M23 a fait 5 mois à Bunagana sans avancer. Et notre gouvernement n'attaquait pas le M23. Et c'est maintenant que le M23 a déjà gagné plusieurs terrains qu'il faut penser à une négociation. Je pense qu'on est fort en négociation lorsqu'on est fort sur terrain. Et lorsqu'on est faible sur terrain, même dans des négociations, lorsqu'il y aura des clauses de négociation, l'ennemi aura toujours beaucoup de choses, beaucoup d'exigences par rapport à ce que vous pouvez leur donner comme exigence. Et nous, on a donné cette brèche aux M23 parce que de Bunagana, 5 mois, c'était le moment de bouter l'ennemi dehors. Ce n'est pas que les phares de Bunagana jusqu'à Rubaya. Ce n'était pas vraiment quelque chose qu'on devrait accepter. Sortir de Bunagana, passer à Kishiché, Rutshuru, jusqu'à ce qu'ils sont maintenant à Rubaya, où l'autre ville maintenant est asphyxiée. Parce que ils ont occupé maintenant, ils sont en train de bloquer les routes d'arrêt alimentaire, les routes qui nous produisent, les routes de dessert agricole. Oui. Et donc, pour nous, qu'est-ce que nous devons penser si notre gouvernement pense que c'est aujourd'hui qui doit maintenant négocier, penser à des négociations, soit à un couloir politique pour mettre fin à ça. Donc notre gouvernement n'est pas prévoyant et notre gouvernement ne pense pas mais revenons sur la lettre du gouverneur. On ne voit pas une opération facilement qui va financer d'une manière à une autre ce mouvement rebelle. Parce qu'il y aura des perceptions des taxes, bien sûr, d'un côté à un autre. Du côté de la rébellion, on va percevoir des taxes. Et du côté du gouvernement, on va percevoir des taxes. Est-ce que ce n'est pas aussi un danger dans ce cadre? C'est un danger. Parce que moi, si j'ai mes marchandises et qu'il faut payer les M23 mes taxes, cela veut dire que j'ai soutenu cette rébellion. Donc, il ne faut pas mettre cette population dans un danger. Il faut plutôt penser comment est-ce que nous allons garantir la sécurité de cette population. Moi, je suis en train de me poser trop de questions sur la présence de l'EAC ici. Parce que si l'EAC était vraiment un vrai acteur dans cette guerre et qui devrait venir nous amener soit la paix ou soit penser à un couloir alimentaire, je pense que c'est l'EAC qui devrait dire voilà, nous l'EAC, on sera en train de sécuriser pour que nos commerçants ne puissent pas payer des taxes au niveau des M23, voire même peut-être au niveau des FARDC, parce qu'on ne peut pas aussi payer les taxes lorsqu'on n'est pas sécurisé. Lorsque nous payons nos taxes, qu'est-ce que l'autre gouvernement nous donne en contrepartie? Rien. Et donc nous, on a besoin de la paix, on a besoin de la sécurité, mais notre gouvernement est incapable de garantir cette paix et garantir la sécurité. Nos paisibles commerçants devraient être sécurisés par l'armée de l'EAC si elle a vraiment une mission chez nous, dans les zones de FARDC, comme dans les zones de M23, pour que le marchandise puisse très bien arriver ici. Aujourd'hui, on ne devrait pas même avoir si cette armée savait même son rôle, on ne devrait pas avoir de déplacer. Les gens ne devraient pas se déplacer. Si on comprend bien la décision du gouverneur d'ouvrir certains axes, profite
À la rébellion du M23. Bien sûr, à un niveau, ça profite à la rébellion du M23 parce que comment refuser lorsque le M23, le 28, le M23 publie un communiqué qui traite notre gouvernement d'un gouvernement de Hitler, qui sont en train de vouloir tuer notre peuple, et notre gouvernement n'arrive pas à comprendre cette communication de l'ennemi, et notre gouvernement cède. Donc pour vous, c'était une communication de pression? Oui, c'était une communication de pression à notre gouvernement, et notre gouvernement cède à la pression des rebelles. Notre gouvernement donne permission à nos camionneurs d'aller prendre la nourriture dans des zones occupées par le M23. Et le M23 qui s'est fait passer pour des anges, ils disent voilà, nous on va vous sécuriser. Est-ce que notre gouvernement a pensé à tout ça? Est-ce que notre gouvernement est en train de penser, n'est pas en train d'avouer qu'ils ont échoué? Est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec? Parce qu'il faut comprendre que cette guerre, normalement, devrait être accompagnée par cette population et que cette population devrait se battre aux côtés de nos FARDC depuis Bunagana. Mais on laisse l'ennemi asphyxier la ville pour l'enrichir maintenant avec des taxes de nos commerçants. Je pense que notre gouvernement à un niveau n'est pas prévoyant. Et si notre gouvernement était prévoyant, l'ennemi ne devrait pas dépasser Bunagana. L'ennemi ne devrait pas même arriver à Kiwanja. Et laisser l'ennemi de Bunagana, voire même dans les montagnes de Sabinho, jusqu'à arriver au niveau de Rubaya, et pour aller piller les minéraux à Rubaya, piller les minéraux de Kishiche, c'était déjà un aveu d'échec de notre gouvernement. Et les discours là que notre gouvernement ne cesse de nous donner, on veut les voir par les résultats. On veut voir les résultats. Nous, comme population, on n'a pas besoin de discours. On n'a pas besoin de... nos mamans d'ailleurs n'entrent pas sur les réseaux sociaux. On a besoin de résultats. Les résultats, c'est quoi? C'est la paix. Le résultat, c'est la paix. Oui, chaque jour, la décision est prise, Josué là, la décision est prise, la décision du gouverneur. Qu'est-ce qu'il faut faire en termes de garde-fou pour que cette opération de trafic ne soit pas aussi une cause encore d'une insécurité grandissante comme ce n'est pas le cas qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Ça serait moins cognitif si notre gouvernement a pris cette décision sans pour autant penser aux garde-fous. Parce que si notre gouvernement a pensé aux garde-fous, cela veut dire que nos paisibles citoyens ne vont pas payer des taxes aux M23 et ne vont pas payer également les taxes peut-être au FARDC. Ce qui n'a pas été communiqué. Voilà ce qui n'a pas été communiqué. Pourtant, c'est ce qui est important. Les garanties, parce que même si on me dit, bon voilà, tu es commerçant, tu vas prendre par exemple tes marchandises au niveau des Kanyabayonga et amener tes marchandises à Goma, qu'est-ce qui me garantit que je ne serai pas tracassé? Peut-être même par notre armée, peut-être même par l'armée des ennemis. Il n'y a pas de garantie et c'est communiqué, je suis en train de m'abstenir de soutenir ou soit de ne pas soutenir ces communiqués, mais à un niveau je suis dans une phase de questionnement et ces questionnements sont en train de m'amener à des conclusions que notre gouvernement est soit acteur, soit co-auteur, soit complice de cette situation que nous sommes en train de traverser. Oui, il y a un temps, il y a certains analystes avertis qui pensaient que l'M23 dans sa politique d'asphyxier n'est-ce pas, la ville de Goma veut faire plier nos autorités. Est-ce que c'est ce qui est arrivé aujourd'hui? Bien sûr. On gagne les territoires pour que les autorités cèdent à nos revendications. Et notre gouvernement, je ne pense pas et que notre gouvernement n'était pas au courant que ces gens ils sont en train de chercher à gagner des territoires. Et maintenant qu'ils ont asphyxié la ville de Goma, et certaines de nos autorités peut-être ils pensaient, soit ils sont en train de penser qu'ils vont arriver à Goma, d'autres sont en train de penser à des mesures d'autosécurité, au lieu de penser comment sécuriser cette population de cette ville. Cette population, elle est maintenant en danger actuellement. Parce que si le M23 arrive à Saké, ou soit si le M23 bloque la route de Saké, je ne vois pas les gens survivre dans cette ville. Et si les gens pensent qu'ils vont traverser les lots comme nos autorités traversent les lacs Kivu pour fuir, ils ont toujours l'habitude de nous laisser dans cette ville. Encore, ils nous avaient laissé dans cette ville en 2012 lorsque les M23 étaient venus, lorsque les M23 avaient assiégé cette ville. S'ils vont encore faire la même bêtise, et c'est la preuve qu'ils n'ont pas besoin de nous. Parce que
beaucoup de gens vont se noyer dans cette lac. Je ne vois pas des bateaux contenir toute la population de la ville de Goma pour la déplacer. Et donc, il est important que notre gouvernement puisse comprendre que soit on prend une décision pour toutes et on reste dans cette décision sans pour autant, comment est-ce que je peux dire, sans pour autant tâtonner, parce qu'on est dans des tâtonnements. On ne veut pas vivre avec des dirigeants qui vivent dans les tâtonnements. On va négocier, on va négocier, on va créer une couloir politique, on va. Nous, ça nous saoule. On a besoin de voir notre gouvernement prendre des stratégies. Et nous, ces stratégies, on n'a pas besoin que nos gouvernements commencent à nous communiquer les stratégies. On a besoin des résultats. Et les résultats, ce n'est pas les Français. Oh, nous sommes en train de contenir l'ennemi, nous sommes en train de bouter l'ennemi dehors. Nous sommes en train de chasser l'ennemi est en débandade. Mais jusque-là, c'est toujours l'ennemi vient de prendre Rubaya, l'ennemi vient de prendre Kishiche jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il faut quitter cette routine-là des Français et penser maintenant aux résultats. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour arriver à tel ou tel autre résultat dans ces combats? À un certain moment, tu semblais parler de la forme même de la lettre. Une grande décision, mais que le gouverneur lui-même ne s'est pas endossé en signant cette lettre. Sur l'entête, on voit c'est le gouvernorat de Provence, mais c'est lui qui signe, c'est le porte-parole du gouverneur. On se demande, le gouverneur est-il absent de la ville ou bien il a seulement à transférer ses compétences? Je pense qu'on ne peut pas nommer d'abord une personne de fait dans une grande institution comme le gouvernorat. Et donc, je savais, d'après mes informations, que la personne signataire de ces communiqués était porte-parole de la 34e région militaire et non porte-parole du gouvernorat. C'est tellement différent. Et lorsque l'entête de cette lettre, on écrit, prouve que la lettre vient du gouvernorat, mais la signature vient du 34e région militaire, je pense que même la forme de cette lettre est erronée. Et pour moi, la forme précède les fonds. Voilà pourquoi je ne me suis pas inscrit à trop analyser le fond de la lettre, parce que d'abord la forme ne valait pas la peine que je puisse quand même prendre mon temps et lire très bien la lettre. D'abord, c'est une lettre quasiment vide parce qu'il n'y a pas de garantie. Nous sommes dans une situation de crise sécuritaire et il fallait d'abord que cette lettre puisse garantir nos commerçants qui seront en sécurité là où ils vont partir. Et non une lettre juste signée que nous autorisons. Mais quelles sont les garanties que vous donnez à ces gens-là? Oui, Josué, voilà, face à nos caméras pour des petites questions, des petites réponses. Dites-nous, pour vous, mouvement citoyen, il faut négocier avec cette rébellion au stade actuel ou il faut utiliser la force? Pour nous, mouvement citoyen, nous pensons que négocier avec les rebelles, c'est toujours créer une autre guerre dans le futur. Nous sommes dans une situation où on doit se respecter et que nous n'avons pas des rebelles à négocier. Nous avons plutôt un pays qui nous agresse et nous avons besoin de voir la mobilisation de toute la communauté nationale et internationale mettre ses ennemis de ce pays hors d'état de nuire parce que c'est un pays qui agresse un autre pays, mais ce n'est pas une rébellion des Congolais, c'est plutôt une guerre d'agression et je ne vois pas les Congolais négocier autour d'une guerre d'agression. Je pense que ça va nous plonger toujours dans des chaos, mais que cela ne tienne que la paix, tout simplement, qui peut nous amener vers la paix, elle est bonne. Et personne ne prendra le Rwanda ou la RDC ou le Burundi, soit l'Ouganda et déplacer ces pays. On restera des voisins jusqu'à l'éternité, mais il est important qu'on puisse vivre dans le respect et dans le respect de la souveraineté de chaque pays. Et pour ça, ce n'est pas à négocier. Oui, la décision du gouverneur demandant donc la réouverture de certains axes routiers à une grande partie contrôlée par les M23, une décision salvatrice ou bien une décision qui va mettre en chaos cette province? Pour moi, cette décision, c'est une décision à moitié bonne, mais c'est une décision qui peut à un niveau profiter aussi à l'ennemi parce que
C'est une décision qui a été motivée par un communiqué de l'ennemi. Et donc, lorsque notre gouvernement prend des décisions, et cette décision doit tellement être motivée, surtout avec des garanties sécuritaires. On a vu le communiqué du M23, on a vu également notre communiqué. Lorsque on voit ces deux communiqués, on compare ces deux communiqués, on voit comme si notre gouvernement a cédé à la pression des rebelles. On voit si on est en train de penser que notre gouvernement a pris cette décision, si réellement notre gouvernement a réfléchi avant de prendre cette décision. Cela veut dire qu'à un niveau, notre gouvernement collaborer avec les agresseurs. Merci. En 3 mots pour terminer, en 3 mots, qualifier le député qui sont pour, sans les dire dans les non-dits, qui sont pour la négociation entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23. Nos députés provinciaux devraient mettre un peu de l'eau dans leur verre. Cette situation actuelle est compliqué et ce n'est pas en 3 mots. En 3 mots, si je peux dire, il y a ce que j'appelle les aigris, il y a ceux qui sont aigris politiquement parce qu'ils ne sont pas en train de travailler. Il y a également ceux-là qui sont emballés, ils ne savent pas quoi faire, et d'autres députés provinciaux qui n'ont pas, qui sont en crise identitaire. Et par rapport à leur background politique qui est venu de plusieurs groupes armés et d'autres trucs, et pour nous, être habitués à des négociations n'est pas un respect, mais plutôt un moyen de continuer à nous assujettir dans cette agression ou soit dans cette occupation rwandaise. À Josué Laï, je rappelle que vous êtes activiste des mouvements citoyens. Nous disons merci de répondre à notre invitation sur la chaise. Et c'est moi qui vous remercie. Le plaisir était pour nous de vous présenter cette émission. C'est fixé. Rendez-vous à la prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine.